Si je vous dis le studio Ghibli, le connaissez-vous vraiment? Si ça ne vous dit rien de nom, même si c'est très peu probable, c'est le studio qui a notamment produit Le Voyage de Chihiro ou encore l'incontournable Princesse Mononoke, que je suis sûr que vous avez déjà vu. Un studio mené par deux têtes de l'animation japonaise qui a su marquer la fin des années 1900 et qui marque toujours son époque, même encore aujourd'hui, récompensé par des longs métrages attractifs à un large public et à une vision du monde divertissante et poétique. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film du studio Ghibli vous a le plus marqué. Bon, retournons dans le début des années 1900 pour retracer l'histoire du studio Ghibli et l'origine de son succès planétaire. Partie 1, les cicatrices de la guerre. Avant de devenir des légendes de leur domaine, revenons en arrière pour parler de la vie des deux cofondateurs du studio. Les cofondateurs sont nés dans un grand contexte de guerre qu'est la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément le 29 octobre 1935 à Ise, petite ville pas loin d'Osaka, pour Isao Takahata, et le 5 janvier 1941 dans la capitale à Tokyo pour Hayao Miyazaki. Ils sont toujours restés marqués par les bombardements des Américains sur le territoire nippon et ont utilisé cette souffrance comme moteur positif pour leur carrière. Isao Takahata a étudié la littérature française à l'université de Tokyo. C'est là-bas qu'il fait la découverte des poèmes de Jacques Prévert, mais aussi de La Bergère et le Ramoneur, la toute première version du futur film d'animation Le Roi et l'Oiseau. Très gros classique pour l'époque. Il a été pris d'admiration pour ce film qui lui a fait se rendre compte qu'il voulait faire juste ça de sa vie en fait. Il veut réaliser des films, et surtout des films d'animation, et raconter des histoires. Ainsi, dès 1959, sa carrière débuta en tant qu'assistant au sein de la Toei Animation. Bon, pas besoin de vous la présenter, c'est celle qui est derrière de grands classiques tels que Dragon Ball, One Piece ou encore Transformers. Oui, même moi j'étais choqué quand j'ai écrit la vidéo. Il fait d'ailleurs la connaissance de Hayao Miyazaki, son futur collaborateur là-bas. Maintenant les deux réunis, en 1968, ils réalisent leur premier long métrage, Horus, Prince du Soleil. Sauf que ce premier film n'a pas eu le succès escompté à la hauteur de leurs efforts, mais quand même, c'est un film qui a su et qui a pu transparaître les premières idées de cette collaboration et du futur. Des idées qui ne doivent, en tout cas, pas mourir, pas à ce moment-là, surtout pas. Partie 2, les prémices de l'âge d'or. Après ce premier flop, les voilà repartis pour la suite, plein de détermination. Miyazaki et Takahata finiront par travailler sur des films comme Eddie, la petite fille des Alpes, ou encore Edgar de la Cambriole qui susciteront l'intérêt d'un plus grand public. On est là face à leur premier succès cinématographique, et c'est excellent en plus. Deux œuvres qui encore aujourd'hui résonnent encore dans la tête des amateurs d'animation japonaise, et pourtant ce n'est que le début. Miyazaki se contente de diriger, et Takahata, lui, réalise. En 1982, ils finissent récompensés par le prix Ofuji. Si vous ne connaissez pas le prix Ofuji, il récompense les courts et moyens métrages ainsi que des œuvres à budget modéré. Déjà un excellent début, surtout que c'est un prix que même Osamu Tezuka, le papa du manga, a remporté en 1966. De là, une cassure entre la Toei Animation et le duo se fit ressentir. La Toei voulait effectivement produire beaucoup plus de séries télévisées au détriment des films d'animation, ce qui va du coup à contre-courant des envies et pensées des deux qui eux étaient passionnés des films d'animation. C'est ainsi qu'en juin 1985, Takahata fonde avec Miyazaki le légendaire Studio Ghibli. C'était un acte audacieux et ils ont décidé de créer quelque chose de différent, quelque chose qui transcenderait les frontières de l'animation traditionnelle. Mais ça n'a pas été facile. Savez-vous d'ailleurs que Miyazaki a envisagé de quitter l'animation après son premier film? C'est une histoire de persévérance qui a jeté les bases de ce que le studio Ghibli est aujourd'hui. Par contre, la création du studio ne se fait pas seulement grâce à ces conditions. Une autre condition qui renforcera leur indépendance, c'est le succès du film Nausicaa de la Vallée du Vent. Avec ce film, le duo arrive à atteindre la barre des 900 000 spectateurs. Juste pour vous montrer l'ampleur, imaginez un stade du Parc des Princes rempli. Vous avez juste à multiplier ça par presque 20 et vous avez l'ensemble des spectateurs. Pour un budget d'$1 million US, le film obtient 742 millions de yens au box-office japonais, ce qui représente 3 301 446 $. C'est une dinguerie. C'est colossal. Une belle réussite qui leur a permis d'ailleurs de financer leur nouveau studio. Donc voilà, ils plient bagages, ramènent avec eux plusieurs animateurs et commencent leur propre business. Peu après la création du studio, l'équipe d'animation se charge de produire un téléfilm documentaire, l'histoire des canaux de Yanagama. Un film assez oubliable puisqu'il n'a pas été très diffusé hors du Japon et n'a jamais été diffusé sous le logo du studio surtout. Du coup, il est même pas listé dans les productions de Ghibli. C'est alors qu'il envisage de programmer le célèbre Le Château dans le ciel, un film d'aventure. Un des plus grands chefs-d'œuvre du studio Ghibli, qui a su marquer son époque, son temps, reprenant le mythe de la Tour de Babel et s'inspirant des décors du film Metropolis. Malgré tout ça, à cette époque, les animés et les OAV étaient largement favorisés dans le pays, donc ils se lançaient dans quelque chose de périlleux puisqu'ils faisaient du long métrage. Mais on verra bien plus tard qu'ils avaient bien fait de se consacrer à cette pratique. Donc Le Château dans le ciel sort en 1986, et bien sûr le succès est là. Le studio Ghibli se doit directement de produire un nouveau film pour des risques financiers importants. C'est là que le producteur Toshio Suzuki présente aux financeurs deux projets, Mon voisin Totoro et Le tombeau des Lucioles. Deux gros cartons du studio Ghibli qui sont pour certains classés comme légendaires. Pour parler brièvement de Toshio Suzuki, sachez
Sachez que Miyazaki lui-même dira en interview que sans Monsieur Suzuki, il n'y aurait pas eu de studio Ghibli. Takahata reconnaît lui-même également le rôle central de cet homme dans la création de leur studio et la production des longs métrages. Revenons maintenant aux 2 films qui devaient être produits en même temps. Après la validation des financeurs, le studio était donc dans une ligne droite pour sortir ses longs métrages. Mais la mise en production simultanée pousse le studio aux extrêmes limites de sa capacité de travail, en tout cas pour l'époque. C'est finalement le 16 avril 1988 que les 2 films sortent en même temps en salle. D'un côté, Mon voisin Totoro, qui n'excelle pas suffisamment en salle, mais qui arrive à rendre populaire Totoro par les ventes de peluches à son effigie, jusqu'à devenir la mascotte même encore aujourd'hui de l'entreprise. Et d'un autre côté, Le Tombeau des Lucioles, qui malgré un grand succès critique, est paradoxalement jugé trop sombre et traumatisant, surtout pour les plus jeunes. C'est donc avec un public composé d'adolescents et de jeunes adultes que le long métrage se crée une belle niche, jusqu'à toucher quelques années plus tard le reste du monde, propulsant l'œuvre au rang culte. Mais ce qui assura la caisse financière du studio, c'est bel et bien son 4e film, Kiki, la petite sorcière, réalisé par Hayao Miyazaki, qui remporte un grand succès à sa sortie en salle le 29 juillet 1989. En termes de recettes, on était autour des 2 milliards de yens, un truc comme ça, un petit truc hein, en vrai. Hein. Non, c'est immense en vrai. C'est alors qu'aux abords des années 1990, le studio deviendra petit à petit une icône du long métrage japonais. Partie 3, le début du succès légendaire de Ghibli. Au lieu d'employer des animateurs freelance en contrat à durée déterminée, le producteur décide de rendre les animateurs salariés au sein du studio. Ainsi, le système de financement se réaliserait grâce aux bénéfices de chaque film, donc recettes moins investissement, qui serait ensuite reversé pour payer les salaires de la production suivante, permettant donc de créer un roulement. L'avantage de cette pratique, c'est de pouvoir former de jeunes animateurs ainsi que de créer un style d'animation propre au studio. C'est alors qu'en 1991, le film Souvenir goutte à goutte sort en salle. S'enchaîne directement le film Porco Rosso, qui sort en 1992 et qui est l'un des tout premiers films d'animation japonais à être diffusé hors du Japon. Vraiment le début d'une révolution. D'ailleurs, pour l'anecdote, le film fut présenté au festival d'Annecy où il remporte le cristal du long métrage en 1993. Et pour vous contextualiser, ce cristal, c'est l'une des plus grandes et prestigieuses récompenses de films d'animation. Rien que ça. En tout cas, c'est une première occasion pour le studio Ghibli d'atteindre le public français et donc de se faire connaître. Ça marque aussi les bases de leur succès dans les années suivantes. Le studio poursuit la production de longs métrages d'animation, formant des pépites d'animateurs au fil du temps. Ghibli produit des films à petit budget et même des clips vidéo, mais rien de tellement convaincant à ce moment-là. Puis s'ensuit Pom Poko, une bombe qui s'inspire du sujet des Tanuki et qui passe devant le Roi Lion au box-office. Donc, on est en train de dire que le studio Ghibli passe donc devant Disney. Disney qui n'est pourtant pas rien, l'une des plus grosses entreprises de long métrage d'animation. Passer devant eux, c'est comme gagner contre le boss ultime niveau 100 alors que vous n'êtes que niveau 20. Un succès dû à des animations en images de synthèse, une première pour l'époque. Surtout que je vous ai pas dit, au cours des années 1980, le studio Ghibli reçoit de grosses offres de studios américains. On a par exemple Warner Bros ou encore la 20th Century Fox. Excusez-moi pour la prononciation, hein, vraiment. Offre en tout cas que le studio déclinera puisqu'un scandale autour de versions pirates de Nausicaa de la Vallée du Vent avait fait du bruit. Finalement, en 1996, The Walt Disney Company finit par obtenir l'exclusivité des droits de distribution à l'étranger des films Ghibli. C'est donc le début de l'internationalisation. Partie 4, le monde connaît le studio Ghibli. Le studio Ghibli connaît son âge d'or commercial et critique avec la sortie du cultissime Princesse Mononoke, une histoire qui se déroule à l'époque Muromachi avec comme personnage principal un jeune archer Imishi Ashitaka. Le film est salué par la critique du monde entier et confirme définitivement le statut de Hayao Miyazaki comme un maître de l'animation mondiale. Avec comme budget 2,35 milliards de yens, presque 15 millions d'euros, le film rembourse largement ses frais avec un inattendu 17,76 milliards de yens au box-office. Un gain x9, cette fois le succès dépasse les frontières du Japon. Princesse Mononoke est considéré comme une révélation mondiale en matière de films d'animation japonais. Il rafle d'ailleurs des prix comme le prix Manichi du meilleur film et du meilleur film d'animation, ainsi que le prix de l'Académie japonaise du meilleur film. Fort de sa réussite, le studio ouvre un musée Ghibli à Miyako, dans la banlieue de Tokyo. Puis en 2002 sort une autre bombe du studio Ghibli, Le Voyage de Chihiro. Je pense que vous le connaissez celui-là parce qu'il est iconique, devenant le plus grand succès japonais de l'histoire du cinéma avec des recettes de 30 milliards de yens. À cette période, le monde connaît le prime du studio. Des films qui sont à plusieurs reprises passés dans presque toutes les salles internationales. Et comme une consécration finale, ils obtiennent aussi des récompenses comme les Oscars, où Miyazaki en fait finit par en obtenir un en 2003 pour Le Voyage de Chihiro. Et c'est là que même moi en écrivant cette vidéo, je me rends compte que c'est une belle histoire, qu'il fallait la raconter et qu'il fallait surtout se motiver à vivre la même chose. Des longs métrages décrits par le public comme immersifs et exposant des faces inexplorées de l'humain, de ses émotions et du monde qui nous entoure. À la suite de ces grandes œuvres, le studio ne compte pas s'arrêter là. S'enchaîne Le Château ambulant en 2005, Ponyo
L'oignon sur la falaise en 2008, La colline aux coquelicots en 2011, puis en 2013 avec Le conte de la princesse Kaguya. Le producteur Toshio Suzuki décide alors de confier la suite des projets à Goro Miyazaki, le fils de Miyazaki. Goro Miyazaki travaille pour le musée Ghibli et a une formation de paysagiste mais pas d'animateur. Miyazaki a beaucoup de mal à accepter ce choix et les deux hommes ne se parlent pas pendant toute la production des prochains films. D'ailleurs, une rumeur se diffuse le 3 août 2014 sur des sites internet internationaux annonçant l'arrêt de la production de longs métrages. Bien sûr, heureusement que Toshio, il a parlé, puisque tout ça c'est totalement faux, c'est un malentendu. En effet, le studio vise une réorganisation sur les activités, mais pas plus. Plus tard en 2020, selon les termes d'un partenariat avec la plateforme Netflix, l'intégralité des longs métrages produits par Ghibli deviennent visionnables en ligne sur cette plateforme. Également plus récemment, le 14 juillet 2023, sort le long métrage Le Garçon et le Héron. Le Garçon et le Héron a connu un vif succès au Japon, malgré son absence de promotion. D'ailleurs, à propos de ce film, Miyazaki se confiera en expliquant qu'il avait comme but de raconter un récit pour son fils. Maintenant, attendons de voir ce que réserve encore l'avenir du studio japonais. Un studio qui, par son histoire, son évolution, ses envies, a su se démarquer des autres. Des films qui ont su toucher le public aussi bien enfantin qu'adulte. J'ai toujours personnellement adoré les films Ghibli parce qu'on ressent vraiment l'amour et la passion que les animateurs et les producteurs et fondateurs ont toujours eu. C'est une dinguerie parce que l'art est capable de transmettre des pulsions et des émotions interprétables par n'importe qui. Une révolution de son époque, on a retracé donc l'histoire du studio Ghibli. Alors merci d'avoir visionné la vidéo, c'est ma première vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à bombarder de likes et à me faire des retours. Je compte aborder pas mal d'histoires liées à la pop culture, c'est ce que je préfère le plus en fait, raconter des histoires quoi. Un bon parallèle d'ailleurs avec Miyazaki et Takahata. Sur ce, à la prochaine.